Alors bonjour à tous. Je vais faire assez bref le point épidémiologique. Donc comme vous voyez, nous sommes en pandémie depuis la semaine passée. On est à plus de 180 000 cas au niveau mondial. À noter qu'il y a 45% qui sont des cas résolus guéris et on est à un peu plus de 7 000 décès. 162 pays sont atteints à l'heure actuelle. Pour la Chine, on a vraiment l'impression qu'ils arrivent à la fin d'une première vague. Donc on voit vraiment une diminution du nombre de cas. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, 80% sont des cas guéris. Ils sont un peu plus de 3000 décès. Il faut savoir qu'il y a toujours 33% des cas qui sont actifs, qui sont en conditions sévères. Donc en termes de mortalité pour la Chine, il faut encore attendre avant de pouvoir avoir une idée correcte. Hors de Chine, donc 161 pays, plus de 90 000 cas, donc vous voyez qu'on a vraiment dépassé déjà hors de Chine le nombre de cas par rapport à ceux en Chine, et c'est une augmentation exponentielle. Et vous voyez aussi le nombre de cas sévères et critiques qui est d'une forte proportion, mais ça je vais vous l'expliquer dans les slides suivantes. Donc je vais en fait essayer d'illustrer deux exemples. La Corée du Sud tout d'abord, qui, elle, vu sa proximité avec la Chine, a depuis le début eu une stratégie de faire du dépistage intensif. Donc ils ont vraiment identifié l'épidémie tout au début et ils ont continué avec la même stratégie. Donc vous voyez que maintenant ils sont atteints un peu le pic et ils sont vraiment plutôt dans une phase plutôt descendante comme la Chine. Ce qu'il faut savoir peut-être de la Corée, c'est que vraiment la proportion des gens les plus infectés, ce sont les jeunes qui présentent peu de symptômes. Mais par contre, lorsqu'on regarde à la morbidité et la mortalité, vraiment ça se déplace vers les personnes les plus âgées. Donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les situations épidémiologiques en ce moment, soit en Chine, soit en Italie, soit chez nous. Le deuxième scénario, c'est l'État du Nord qui a identifié l'épidémie un peu plus tard, donc qui a vraiment compris que c'était en circulation au moment où ils ont vu beaucoup de cas sévères, mais qui ont maintenant aussi une stratégie d'essayer de dépister le maximum de cas peu symptomatiques dans l'idée vraiment d'arrêter les chaînes de transmission et de tout mettre ensemble avec les mesures de confinement autres qui ont été mises en place pour en fait aplatir l'épidémie. Donc pour l'instant, on ne voit pas les effets, mais il faut attendre encore quelques jours pour voir si toutes ces mesures ont un effet. Pour l'Europe, c'est maintenant l'épicentre de l'épidémie, ça c'est clair. Il y a une augmentation exponentielle dans tous les pays européens. L'Italie est bien sûr tout au sommet de la liste, mais nous sommes en 5e position. Nous sommes parmi les pays où il y a le plus de nombre de cas par million d'habitants. Donc en Suisse, si vous regardez sur les différents sites, vous voyez qu'il y a plus de 3000 cas, mais pour l'OFSP, il y a 1680 cas confirmés. Il y a toujours un petit peu de retard entre le nombre de cas qui sont déclarés et ceux confirmés par l'OFSP. De nouveau, en termes de décès, vous allez voir 19 décès, mais pour l'instant, 14 sont confirmés au niveau de l'OFSP. Ce graphique vous montre en fait l'augmentation exponentielle du nombre de cas en comparaison avec d'autres pays européens et mondiaux. À Genève, nous avons environ 350 cas, 3 décès. Et bien sûr, vous avez tous vu les mesures drastiques mises en place par la Confédération au cours de ces derniers jours. Donc juste encore quelques slides sur le canton de Genève. Vous voyez ici le nombre de cas par jour jusqu'au 16 à midi. Et puis vous voyez le nombre cumulatif de cas, les cas positifs en bleu et les cas hospitalisés en orange. Pour vous le montrer différemment, vous voyez que la majorité des cas à Genève sont en fait pris en charge à domicile. Disons un peu moins d'un quart sont pris en charge en milieu hospitalier, répartis entre la médecine, les soins intensifs, la gériatrie et la pédiatrie. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue, peut-être la dernière slide, au sein des prélèvements analysés au HUG. Vous voyez ici le nombre de prélèvements faits. Donc nous sommes dans une stratégie ici d'essayer de dépister au maximum. Donc vous voyez le nombre de prélèvements faits qui sont négatifs et la proportion de positifs. Donc ça, c'est un schéma qu'on va vous montrer régulièrement pour voir un petit peu où on en est dans notre stratégie de dépistage. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Mani Schibler. Bonjour, merci à Frédéric. Donc le pourcentage de positifs ces derniers jours est de l'ordre de 15% par rapport à ce qui est fait au laboratoire de virologie des HUG. On a remis ici la définition de cas suspect qui n'a pas changé par rapport à la semaine passée, donc présence de symptômes respiratoires aigus et ou fièvre, et l'un de ces critères ci-dessous. Au HUG, nous essayons de poursuivre le dépistage assez général de la population qui se présente aux urgences avec des symptômes respiratoires
aiguë tant que cela est possible pour avoir la meilleure idée possible de l'épidémiologie locale et le meilleur confinement possible des personnes positives. Pour les mesures de prévention, je vais passer la parole à Aniten et je vous reverrai tout à l'heure. Voilà, je continue donc en vous donnant quelques précisions sur les moyens de protection à utiliser. Comme vous l'avez bien compris, ce qu'on essaye de faire, c'est de dépister les gens qui sont positifs, de connaître ceux qui sont porteurs de cette maladie. Et une fois qu'on les a identifiés, il y a un certain nombre de mesures à mettre. Alors j'ai dit identifier, j'aimerais dire si on suspecte ce diagnostic ou si on identifie un tel cas, dans toutes les situations, vous allez pratiquer les mesures de base. Ensuite, si vous suspectez ou diagnostiquez cette maladie, vous allez mettre en place des mesures contact et des mesures gouttelettes. Cela signifie que vous allez, dans le cadre de l'hôpital, porter une blouse et des gants pour aller vous approcher du patient et surtout, vous allez mettre un masque de soins. Les patients peuvent être soit en chambre individuelle, soit regroupés et surtout, actuellement, la politique de l'hôpital, c'est de les mettre dans des unités dédiées. Il y a quelques circonstances, quelques procédures pour lesquelles on propose de mettre un masque ultrafiltrant. Ce sont des procédures qui peuvent créer des aérosols et qui touchent vraiment la sphère orale. Je vous donne quelques exemples. Si vous, par exemple, vous faites un frottis nasopharyngé, si vous êtes amené à ventiler quelqu'un, à intuber ou à extuber quelqu'un, si une bronchoscopie doit être faite, à ce moment-là, on recommande de mettre ponctuellement un masque ultrafiltrant. Il y a quelques questions qui se posent par rapport aux soignants. Si des soignants ont été en contact avec un cas confirmé, si le soignant a été en contact avec un cas confirmé et qu'il portait un masque, alors à ce moment-là, le soignant peut venir travailler en l'absence de symptômes. Et puis, il porte le masque comme selon les recommandations habituelles du programme Vigigerm. Si le collaborateur n'est pas masqué, tant qu'il n'a pas de symptômes, il peut venir travailler. Il porte un masque durant tout le temps de son travail et si par hasard il déclarait des symptômes de la fièvre ou des symptômes de toux, à ce moment-là, on le dépisterait. Ici, je vous montre une publication qui va apparaître tout prochainement. C'est l'énorme travail qui a été fait par nos collègues en Asie, à Hong Kong. Et ces gens-là, comme nous, ils ont dû faire face à une épidémie très importante. Ils ont fait un énorme effort pour respecter les consignes, pour mettre les gens dans des centres qui étaient dédiés à la prise en charge de ces patients, pour aussi faire du contact tracing, faire du dépistage de laboratoire. Et voilà le résultat. Dans leur hôpital, ils ont identifié 42 patients parmi lesquels 28 s'étaient contaminés alors qu'ils étaient dans leur famille. Il y a eu 413 healthcare workers, soignants qui n'avaient pas vraiment respecté les consignes. C'est ces gens-là, après toutes les mesures qui ont été mises en place, un peu identiques à celles qu'on a mises ici, on n'a pas eu d'infection parmi les collaborateurs et surtout, on n'a eu aucune transmission nosocomiale. Donc, je vous encourage à une chose, c'est respecter les consignes qu'on vous donne. Ce sont des consignes fiables. Voilà, je cède la parole à mes collègues. Voilà, la définition, on l'a revue. Donc, on répète ici les centres de possibilités de prélèvement. Donc, il y a bien sûr les HUG avec le secteur E, donc cette nouvelle salle qui a été mise en place pour décharger les urgences. Également, clinique de la Colline, clinique des Grangettes, CPO et l'hôpital de la Tour, et évidemment chez vous pour celles et ceux qui sont équipés et que nous remercions une fois de plus pour votre effort de dépistage. La situation actuellement à l'hôpital par rapport aux patients hospitalisés SARS-CoV-2 positifs est la suivante, en tout cas hier. Nous avons maintenant 3 unités de médecine interne dédiées à ces patients, 40 au Juliard 41-42, 14 à Juliard 72, ce qui fait 54 patients hospitalisés dans les étages de médecine interne, 10 patients aux soins intensifs et 1 patient aux soins intermédiaires, qui est un patient qui est remonté des soins intensifs. Le nombre de ces patients évolue rapidement.
Les mesures additionnelles qui ont été prises au sein des HUG sont la dédication d'une unité d'orthopédie dans l'ancien bâtiment pour les patients de médecine interne non infectés par le SARS-CoV-2 pour permettre l'augmentation de la capacité pour les patients infectés. Les activités électives, qu'elles soient chirurgicales ou médicales, ont été supprimées, ce qui permet de récupérer des ressources importantes en anesthésie, de récupérer tout de même quelques lits de soins intensifs et de libérer les soins intermédiaires, le SINPI, pour en faire des soins intermédiaires pour les patients infectés par le SARS-CoV-2. L'arrêt du bloc d'urgence reste une option en réserve. Au niveau du laboratoire de virologie, l'augmentation des effectifs est importante actuellement. Également, l'augmentation de l'équipement, c'est vraiment une situation inédite où des nouveaux automates arrivent pour absorber le débit de tests. À titre d'exemple, hier, plus de 1000 tests ont été effectués. C'est une situation exceptionnelle qu'on va essayer de poursuivre tant que cela est possible. Donc, en conclusion, actuellement en Suisse, la transmission locale est évidente, la progression est rapide, d'où la prise de mesures importantes par la Confédération, dont le but est justement d'aplatir cette courbe rouge que vous avez vue, qui est actuellement exponentielle et qu'on souhaite évidemment aplatir, quitte à étaler le nombre de nouvelles infections dans le temps pour préserver au maximum la capacité de l'hôpital et des autres structures de soins du canton et de la Suisse de manière plus générale. Cette épidémiologie est en mouvement constant, de même que les connaissances dont nous disposons sur ce virus, et ça nécessite un suivi perpétuel.